Bonjour à tous et bienvenue dans EcoVerte, votre émission consacrée à l'environnement, au développement durable et à la croissance verte. Aujourd'hui, nous parlons d'agroécologie, une alternative durable et prometteuse pour l'agriculture sénégalaise. Le thème du jour, agroécologie, cultiver durablement, c'est maintenant. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un pionnier, un chercheur engagé et un praticien passionné. Il est agroécologue, professeur titulaire classe exceptionnelle. Il est également fondateur du Centre environnemental de la recherche et la formation pour l'agroécologie et initiateur du Master GEDA, Master de gestion des agroécosystèmes horticoles. J'ai nommé le professeur Karamoko Diarra. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant de commencer notre échange, nous vous proposons un voyage immersif au cœur de l'agroécologie appliquée. Regardez. Vendredi 20 juin, l'équipe de P-Business Info quitte Dakar, direction Sandiara, à plus de 80 km de la capitale. Objectif, découvrir un modèle pratique et réussi d'agroécologie au Sénégal, une oasis en zone désertique. Bienvenue au Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie, le CERFA. Ici, sur les terres autrefois mortes et incultivables, le professeur Karamoko Diarra, agroécologue, a su redonner vie au sol grâce aux techniques agroécologiques. C'est un centre vraiment dédié à l'agroécologie, donc à l'innovation agricole, à la formation agricole et à l'accompagnement pour le développement d'entrepreneuriat vert au service donc du développement du monde rural, mais particulièrement au service du développement des exploitations agricoles au Sénégal. Première étape, Baba Diarra, le directeur du CERFA, nous accueille et nous présente les grands objectifs du centre, produire durablement et démontrer l'efficacité de l'agroécologie. Parmi les activités, une première serre dédiée à la culture du piment. Actuellement, nous produisons des plants de piment. Donc, vous voyez une tablette ici. C'est un piment de variété bombardier. C'est une variété qui est extrêmement prisée durant l'hivernage. Puis, direction l'unité de pisciculture. Ici, l'élevage de poissons diversifie les sources de protéines pour les communautés locales. On est au niveau du bassin d'expérimentation piscicole avec 4 bassins, dont 2 bassins, dont les géniteurs. Et l'autre, ce sont les alevins qui sont là-bas. Pour le bassin là, on a les poissons ça qu'on transforme en poissons séchés. Là-bas, ce sont des tilapias du Nil. Pour alimenter l'ensemble du centre, un forage fournit une eau potable. Grâce à un système d'irrigation performant, l'eau est utilisée de manière optimale. Le centre CERFA est 100% autonome en énergie grâce à son installation solaire. On y trouve aussi une unité d'élevage de poulets bio, sans antibiotiques, respectueuse de la santé des consommateurs. Autre innovation, la culture de la luzerne qui enrichit le sol en azote et le maraîchage diversifié. Il faut d'abord savoir que la luzerne est une légumineuse qui a des capacités à enrichir le sol en azote. Elle capte l'azote de l'air et le stocke au niveau du sol. Et maintenant, la culture suivante en aura profité. Ici, ce sont des parcelles qui ont abrité des cultures de luzerne de 2 ans. Et on voit visiblement la différence. Avec une parcelle, il n'y a pas eu de culture de luzerne. Elle est une alternative contre les engrais chimiques. Plus étonnant encore, l'élevage de la mouche soldat noire pour produire une farine protéinée, un projet innovant piloté par le doctorant Jacques Fada Sambou. Donc la mouche soldat noire, c'est un insecte saprophage qui se nourrit de plusieurs types de matières organiques. Durant son phase de développement qui est de 5 stades, donc à la fin de son stade larvaire, il peut stocker en son sein donc suffisamment de protéines, de lipides et d'oligo-éléments qui vont permettre de l'utiliser pour l'alimentation de la volaille,
mais également pour l'alimentation des poissons au niveau des bassins piscicoles, autant pour moi. Mais le CERFA, c'est surtout un centre de formation. Le dispositif compose de 8 blocs, dont 4 traitements. Le premier, c'est le témoin neutre irrigué avec l'eau distillée seulement. Le deuxième, c'est le témoin standard irrigué avec l'eau distillée, mais fertilisé avec le NPK. Le troisième est irrigué avec l'eau aquacole seulement. Et le quatrième, c'est le mélange des deux eaux, l'eau aquacole plus l'eau distillée. La finalité de l'étude, c'est de tester l'efficacité de l'eau aquacole sur la production de la laitue. Plus de 250 ingénieurs y ont été formés, aujourd'hui actifs dans le pays ou auto-entrepreneurs. Le centre propose un enseignement technique supérieur axé sur les cas concrets, les échanges avec les producteurs et la recherche appliquée. J'ai éprouvé le besoin de me déployer pour faire du service à la communauté. Donc partager avec ces acteurs toutes les innovations et technologies agricoles qui étaient développées. Participer au renforcement, au partage de ces connaissances, donc à travers un renforcement de capacité de ces acteurs-là. Et la finalité, vraiment, c'est d'accompagner ces acteurs à développer des entreprises agricoles. À Sandiara, le CERFA prouve chaque jour que l'agroécologie n'est pas qu'un concept, c'est aussi une réalité au service des communautés et de l'avenir de l'agriculture sénégalaise. Merci à notre équipe pour ce reportage édifiant. Professeur Diarra, après avoir vu ces images, permettez-moi de revenir vers vous sur les fondements de cette approche. Qu'est-ce que l'agroécologie, selon vous? Merci, je vous remercie pour cette question extrêmement intéressante et importante. Beaucoup de personnes entendent parler d'agroécologie, mais l'agroécologie, c'est plus que l'agriculture classique. C'est une agriculture qui combine plusieurs approches. Donc on dit qu'en fait, elle utilise une approche multidimensionnelle. Elle combine l'écologie, donc les principes de l'écologie, on va y revenir tout à l'heure. Elle intègre également les savoirs agricoles paysans. Et puis, en dernier lieu, elle intègre une vision durable de l'alimentation. Pour rester sur ces trois notions, par exemple, quand on parle d'écologie, vous avez vu que agroécologie, c'est agro, qui veut dire agriculture et écologie. Donc c'est une agriculture qui intègre les dimensions de l'écologie. Et quand on dit écologie, on parle d'interaction. Et nous y reviendrons du point de vue pratique, mais vous savez que quand un milieu, on dit qu'un milieu est résilient, si les principes de l'écologie fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une interaction de tous les êtres vivants qui constituent ce milieu. Et si cette interaction se déroule correctement, le milieu est dit résilient. Et vous verrez que dans un milieu résilient, c'est ça qu'on applique. Nous, on ne fait que copier la nature. Dans un milieu résilient, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'engrais, on n'a pas besoin de mettre des pesticides chimiques parce que la nature elle-même régule, autorégule, s'autorégule. Donc ça, c'est un principe fondamental en agroécologie. L'autre aspect, c'est le savoir traditionnel. Vous savez qu'en réalité, l'agroécologie n'a rien inventé. Dans le temps, avant que l'agriculture intensive ne soit imposée par la colonisation, parce que nos grands-parents, ils avaient ce qu'on appelait des jardins de cases, et qui appliquaient, quand on y regarde de plus près, des principes agroécologiques, avec les dimensions interaction, etc. Donc, ces savoirs traditionnels-là qui ont permis pendant des décennies à nos grands-parents de vivre sainement, de produire des aliments sains, ce sont ces pratiques-là qu'il faut également intégrer, ressusciter et remettre au goût du jour. Et puis le dernier aspect, c'est la vision durable de l'alimentation. Vous savez, je prends juste deux exemples. Vous avez un champ qui a utilisé des pesticides chimiques et de l'engrais chimique, qui sort des légumes A. Si vous comparez avec un champ qui a appliqué des principes agroécologiques, qui a utilisé des matières organiques, les deux légumes ne sont pas différents.
Les légumes qui ont été produits du point de vue agroécologiquement se conservent mieux et sont beaucoup plus riches en nutriments et donc sont intéressants pour la qualité, du point de vue de leur qualité nutritionnelle pour l'alimentation et pour la santé des consommateurs. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à la définition de l'agroécologie, c'est que l'agroécologie, c'est également des pratiques. Du point de vue opérationnel, c'est les rotations des cultures. Donc en agroécologie, il y a une rotation des cultures, il y a une diversification des cultures. On l'oppose à la monoculture. Par exemple, vous avez un champ de 10 hectares où il n'y a que de la tomate. Ça, ce n'est pas agroécologique. Si vous ne mettez pas des pesticides, vous ne pouvez pas produire parce que ça favorise une explosion des ravageurs. Et puis, il y a aussi en agroécologie l'usage d'engrais naturels. Ça, ce sont des pratiques. Et ces engrais naturels, on peut les produire. Et puis, en agroécologie également, on met beaucoup en avant l'agroforesterie. Vous ne pouvez pas concevoir une agriculture sans mettre des arbres. Ces arbres-là jouent un rôle écologique extrêmement important, mais également un rôle économique. On y reviendra. Et puis, le dernier point crucial, c'est la réduction des produits chimiques. Que ce soit les pesticides chimiques pour lutter contre les ravageurs ou que ce soit les engrais chimiques pour fertiliser les sols. Donc voilà en gros rapidement ce que je voulais dire comme définition. Mais elle n'est pas, pour terminer, elle est différente de l'agriculture biologique. Voilà, j'allais en venir. Voilà. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos que l'agriculture, l'agroécologie est différente de l'agriculture conventionnelle. J'aimerais bien savoir quelle est la différence entre l'agroécologie et l'agriculture conventionnelle. Alors, l'agriculture conventionnelle, justement, c'est une agriculture, on appelle ça l'agriculture minière. Elle utilise de grands capitaux, elle mobilise des capitaux, elle mobilise des centaines d'hectares, pour ne pas dire des milliers d'hectares. Elle pratique de la monoculture. Et j'ai déjà dit, elle utilise également beaucoup de pesticides chimiques. Parce que si vous utilisez la monoculture, ces variétés que vous utilisez là, elle utilise également des variétés dites hybrides. Et ces variétés hybrides, à forte potentialité de production, sont très fragiles. Et donc, pour que ces variétés, ces tomates, les légumes que vous utilisez en nature conventionnelle puissent fonctionner, il faut un paquet technique. Et dans le paquet technique, il y a beaucoup de chimiques, beaucoup d'engrais chimiques et beaucoup de pesticides chimiques. Et tous ces facteurs combinés, avec une grosse utilisation d'eau, ça, c'est pas bon pour l'environnement. Ça provoque la pollution parce que vous allez utiliser des tonnes et des tonnes de pesticides. Tout ne sera pas utilisé et la grande partie va rentrer dans le sol et polluer les nappes phréatiques. Voilà, donc c'est vraiment la différence avec... Et puis, elle n'est pas diversifiée. Vous pouvez avoir 10 hectares de tomates, 10 hectares de pommes de terre. Voilà, donc, et ça, c'est ça qui le différencie de l'agroécologie. L'agroécologie favorise sur de petites surfaces le développement de plusieurs variétés. C'est ce qu'on appelle le volet biodiversité. Donc on produit plus. On produit plus, mais on produit quasiment sans intrants chimiques. Parce que c'est cette diversité-là qui va faire que vous n'avez pas besoin justement d'utilisation de pesticides, par exemple. D'accord. Voilà. D'accord. Et en quoi l'agroécologie peut-elle répondre aux défis de la sécurité alimentaire et au changement climatique? Alors, la résilience face au changement climatique. Oui. Il faut déjà, avant d'aller sur ce problème-là, déjà faire le diagnostic de des agroécosystèmes dans nos pays. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le Sénégal, du temps de la colonisation, ne pratiquait pas la monoculture. La monoculture de l'arachide, par exemple, c'est la colonisation qui l'a imposée. Mais dans le temps, ça ne se faisait pas. Et c'est cette monoculture qui est responsable de la forte dégradation des terres. La plupart des terres au Sénégal ne sont plus productives. Elles sont érodées, elles sont soumises à l'érosion éolienne, elles sont soumises à l'érosion
aux inondations et elles ne sont pas fertiles et elles ne permettent pas de produire suffisamment. C'est ça qui fait que nos systèmes au Sénégal ne donnent pas de bons rendements. Les gens travaillent beaucoup, mais ça là ne produit pas beaucoup. Et c'est ça qui est responsable du découragement donc, des jeunes. Parce que vous pouvez faire beaucoup d'efforts, vous ne produisez pas beaucoup. Et donc, les efforts que vous produisez donc, ne donnent pas les résultats escomptés. Ça, c'est vraiment le facteur sol. L'autre aspect, l'autre contrainte qu'on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'utilisation des pesticides chimiques et l'utilisation des engrais chimiques. Il faut savoir que si vous utilisez des pesticides chimiques, dans un milieu, je l'ai évoqué, c'est pourquoi on parle d'agroécologie, il y a des interactions. Si, par exemple, vous cultivez une plante A, cette plante A a un ravageur. Mais ce ravageur, dans la nature, a des ennemis naturels qui le contrôlent. Si le milieu est résilient, si tout va bien, s'il y a beaucoup d'arbres, il y a un contrôle naturel. Mais si vous mettez des pesticides, il va se passer deux phénomènes. Le ravageur, mettons qu'il y a 100 individus, vous tuez les 80 ravageurs, il reste 20. Oui. Et puis, les ennemis naturels du ravageur, vous allez tous les tuer parce qu'ils sont plus sensibles. Mais les 20 qui restent, ils vont se développer et ils vont développer une résistance. Et au bout d'un certain temps, c'est comme si vous aviez des mutants qui résistent maintenant à vos pesticides chimiques et vous ne pouvez rien faire contre. C'est ça qui fait que les gens multiplient les doses et cette multiplication des doses change tout le temps, voilà, a un impact sur la santé des applicateurs, mais également pollue l'environnement parce que beaucoup passent dans la nappe phréatique pour polluer l'eau, mais également les pesticides aussi sont responsables de la destruction des ennemis naturels. Autre ennemi naturel, c'est pourquoi on parle d'effet néfaste sur la biodiversité. Autre effet, c'est l'impact sur les pollinisateurs. Il faut savoir qu'une plante ne produit pas comme ça. Pour qu'une plante puisse produire, il faut qu'il y ait des insectes qui prennent des pollens des femelles des mâles pour les mettre dans les femelles. C'est comme si vous avez une femme, vous avez beau la nourrir, la mettre à l'aise, si vous ne la fécondez pas, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. C'est le même principe donc. Et le rôle de ces pollinisateurs, c'est justement d'augmenter les rendements. Mais si vous utilisez des pesticides chimiques, eh bien, vous tuez ces pollinisateurs et donc il y a un impact négatif sur les rendements des cultures. Ça, c'est une contrainte. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Et il y a d'autres défis sur lesquels peut-être on pourra revenir. On pourra en revenir, d'accord. Est-ce que sans l'utilisation de ces pesticides, est-ce que l'agroécologie peut réellement, bien, est capable de nourrir toute une population à grande échelle? Parce que souvent, l'agriculture se pratique avec des petites fermes ou bien des fermes familiales. Est-ce que vous pensez qu'à grande échelle, ou bien toute une population peut être nourrie grâce à l'agroécologie? Je le pense sincèrement. Mais pour cela, il faudrait que l'État change de paradigme. Actuellement, il ne faut pas être naïf. L'agroécologie fait face à l'agriculture conventionnelle. Et quand on dit agriculture conventionnelle, c'est vraiment des firmes, dont certaines sont beaucoup plus puissantes même que nos États. Les firmes qui vendent les semences, les firmes qui vendent les pesticides et les firmes qui vendent les engrais chimiques. Et ces firmes-là, ils ont intérêt à ce que l'agriculture conventionnelle se développe en utilisant de grands capitaux et de très très grandes surfaces. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce type d'agriculture conventionnelle nous amène droit au mur. In fine, quand les acteurs auront épuisé toutes les ressources naturelles, ils partiront. Et ils nous laisseront un milieu où on ne pourra plus produire, on ne pourra plus vivre. L'enjeu, il est là. Par contre, si, du point de vue politique, on adopte pour le renforcement des exploitations familiales, il faut savoir que les Sénégalais sont nourris par 75 à 80% des exploitations familiales. C'est démontré, ce sont les exploitations familiales qui nourrissent les Sénégalais. Ils ont juste besoin d'être accompagnés, justement, à travers
le développement d'innovation et de technologie agricole. Si on fait de la recherche, on produit des informations, on produit des innovations, on les met dans les systèmes agricoles, on va changer le visage de l'agriculture. Donc, les innovations, les technologies agricoles, vous savez que les Israéliens ont démontré des outils qui permettent de produire même sur 3000 m² en utilisant la verticalité, en utilisant les technologies, etc. L'enjeu, il est dans la maîtrise des connaissances, l'enjeu, il est dans la maîtrise des technologies. Et donc, nos exploitations familiales, imaginez qu'on injecte, on mette les moyens dans l'ensemble des exploitations familiales des Sénégalais. On forme les Sénégalais à implémenter les innovations et les technologies agricoles. On va booster les rendements et utiliser ça comme effet levier. Maintenant, il faudra, bien entendu, assurer le marché. Vous voyez un peu. Donc, il y a toute une politique qu'il va falloir faire de formation, de partage d'abord d'innovation, de formation, de renforcement de capacité, mais également d'appui institutionnel. J'ai déjà eu à observer les pratiques des agriculteurs et j'avais remarqué qu'ils utilisaient des pesticides chimiques et quand je leur disais « mais ça, c'est pas bon pour la santé », ils me disaient « oui, on sait, mais il faut qu'on vive ». Voilà. Et donc, je me suis dit il va falloir faire quelque chose. J'ai monté le master avec l'appui de partenaires et le master, au bout de 10 ans, on a pu former à peu près, aussi bien à l'échelle nationale, internationale, à peu près 250 ingénieurs en agroécologie. Aussi bien au Sénégal, au Congo, dans la sous-région, même jusqu'à Haïti. Donc c'est un master qui est international, qui est maintenant bien connu, qui est appuyé par l'agent universitaire de la francophonie, qui appuie les étudiants, mais qui appuie également les professionnels du secteur, les ingénieurs, etc., qui veulent développer une expertise dans le domaine agroécologie. Parce que l'agroécologie, ça s'apprend, c'est une spécialité, c'est une discipline qu'on doit maîtriser. C'est pas parce qu'on est agronome qu'on est agroécologue. Et donc, quand j'ai monté ce master-là, je me suis dit, chaque fois que je disais que voilà, on a formé, on me disait oui, c'est bien, mais nous n'avons pas de diplôme et nous avons besoin également d'être formés. C'est en ce moment-là que j'ai dit, je vais faire ce qu'on appelle le service à la communauté. Vous savez, dans nos universités, nous avons 3 missions. La formation, la recherche et le service à la communauté. Et donc, le CERFA, c'est un peu la dimension service à la communauté. Service à la communauté où des universitaires se déploient en milieu paysan, se mettent ensemble avec les acteurs à la base et travaillent avec eux pour partager leur innovation, les accompagner, les former et les accompagner jusqu'à la mise en place même d'entreprises vertes. Et que deviennent maintenant ces jeunes qui sortent du master GEDA? Merci beaucoup pour cette question. Le master GEDA, c'est un master en agroécologie horticole que nous avons monté, qui a démarré à partir de 2010. Donc c'est un master qui va bientôt avoir 15 ans. Et à ce jour, nous avons formé à peu près plus de 250 ingénieurs agroécologues. Et les profils, ce sont des professionnels, ce sont également des étudiants académiciens. Et les étudiants, les alumni proviennent de plusieurs pays, aussi bien au Sénégal que des pays africains, de la sous-région, jusqu'en Afrique centrale, jusqu'au Burundi, et au-delà de l'Afrique jusqu'à Haïti. Nous avons beaucoup de Haïtiens, beaucoup de Comoriens. Donc c'est vraiment un master international qui accompagne les acteurs à promouvoir le développement de l'agroécologie. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes décidé, vous vous êtes dit, maintenant je vais créer le CERFA. Quel a été le déclic? Alors, la création du CERFA obéit à un besoin personnel. Parce que vous savez que peut-être on aurait pu parler d'abord du master. Le CERFA est venu après le master. Oui, vous avez créé le master GEDA. Le master GEDA,
qui veut dire gestion durable des agroécosystèmes horticoles. Ce master nous a permis d'insérer beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs qui s'activent au niveau des ministères, au niveau des ONG, proviennent de ce master. Que ce soit le CNCR, que ce soit certaines ONG, beaucoup proviennent de ce master-là. Et chaque fois que je parlais justement de ce master en disant que nous avons formé beaucoup d'ingénieurs, les acteurs me répondaient en me disant « c'est bien professeur ce que vous avez fait, mais nous aussi, nous n'avons pas de diplôme et nous avons besoin d'être formés ». C'est à partir de ce moment que j'ai pris la nécessité de sortir de l'université, de dépasser le cadre de la recherche et de la formation pour aller vers le service à la communauté. Et pour faire du service à la communauté, il fallait monter cette entité. Et quand on l'a montée, on l'a appelée Centre environnemental. Ce sont des pratiques agroécologiques que nous avons initiées dans les universités à travers nos recherches, parce que nos recherches nous ont permis de développer beaucoup d'innovations et de technologies agricoles, mais nous avons également capitalisé d'autres innovations et technologies agricoles venant d'autres pays et d'autres partenaires. Et au niveau du CERFA, justement, ce sont ces innovations et ces technologies agricoles que nous appliquons pour démontrer qu'une fois pour développer des exploitations agricoles rentables, autonomes et durables, si vous utilisez justement ces innovations-là, vous pouvez produire un système compétitif et économiquement rentable. Professeur, passer à l'agroécologie, ce n'est pas toujours simple. Il faut beaucoup d'efforts, comme vous l'avez dit tantôt. Selon vous, quels sont les obstacles majeurs à surmonter? Il faut d'abord régler la question des terres. Parce que la terre, c'est le premier facteur. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la terre. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est la formation. L'agriculture ne s'improvise pas, particulièrement l'agroécologie, où il y a beaucoup de pratiques qu'il faut maîtriser. J'avais évoqué ça à l'entame de mon propos. La rotation, la production d'intrants chimiques, biologiques, la matière organique, la production d'engrais biologiques, l'intégration de l'agroforesterie dans les écosystèmes, tout ça, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, et donc le renforcement des capacités, c'est fondamental. L'autre aspect, il faut développer l'entrepreneuriat. Parce que si vous ne pouvez pas monter après une entreprise verte, si vous n'avez pas les outils pour monter une entreprise verte, les connaissances qu'on vous aura inculquées ne vous serviront à rien, même si vous avez la terre, si vous avez d'autres facteurs. Donc c'est extrêmement important. Et puis, il faut également être résilient. Parce que il y a, au niveau de l'environnement, l'État a mis beaucoup de cadres, l'ADER, les structures qui financent l'agriculture, les structures qui accompagnent comme structure qui financent l'agriculture. Vous avez le 3FPT, vous avez comme structure qui accompagne, vous avez l'ADPME. Et quand on est acteur dans ce domaine-là, il faut absolument connaître ces structures-là pour pouvoir développer des projets, des programmes, aller au-devant de ces structures, se faire accompagner, en plus des compétences techniques qu'on aura développées. Donc c'est vraiment un tout pour le bon développement de l'agroécologie. Parlons maintenant de politique publique. Est-ce que vous pensez que le Sénégal peut devenir un modèle en Afrique de transition agroécologie en s'appuyant sur la vision Sénégal 2050? Et quels sont, selon vous, les leviers prioritaires à activer? Je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que l'agriculture conventionnelle nous mène droit vers une impasse. Donc, quand on sait que là où on va, c'est pas bon,
on ne peut qu'adopter l'agroécologie. Et si on l'adopte, si on développe des politiques vraiment hardies, je pense qu'on pourra s'en sortir. Et moi, je suis très confiant parce qu'il y a actuellement des dynamiques. Le Sénégal est très en avance. Les acteurs se sont mis ensemble autour de ce qu'on appelle la dynamique, la DITAS, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Cette DITAS est organisée en dynamique pour une transition agroécologique à l'échelle locale. Et dans toutes les localités du Sénégal, les acteurs s'organisent. Nous, au niveau du CERFA, on est membre de la DITAEL locale de Mbour, par exemple, et les acteurs se retrouvent, s'organisent, échangent des compétences, des innovations, voilà, et se renforcent. Et surtout, font le plaidoyer, montrent que l'agroécologie est faisable, l'agroécologie est une solution et arrivent à convaincre les autorités, à telle enseigne que, du point de vue institutionnel maintenant, la nouvelle loi d'orientation agro-silvopastorale et horticole qui est en train d'être mise en place va intégrer cette dimension de l'agroécologie. Et les autorités, avant même que cette loi qui est en train d'être mise en place ne soit votée et promulguée, les autorités ont déjà commencé à subventionner les intrants agroécologiques. Maintenant, les matières organiques sont subventionnées quasiment et les pesticides biologiques sont subventionnés quasiment à hauteur de 80%. Ça a vraiment un impact extrêmement important sur les marges donc, des exploitations agricoles. Donc c'est de bons pas dans la bonne direction. Le reste maintenant, c'est vraiment l'organisation du secteur. Et ça, c'est la dimension institutionnelle. Quand ce sera bien intégré dans les textes et lois du pays, en ce moment-là, les acteurs institutionnels seront libérés et seront donc tenus d'appliquer les principes parce qu'ils auront été couverts par la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les exploitations agricoles du Sénégal pourront bénéficier des innovations, des renforcements de capacités, d'un appui au développement d'entreprises vertes. Et ça, si on le fait à l'échelle du Sénégal, il y a 700 à 800 000 fermes familiales. Imaginez que ce qui est fait par exemple au CERFA et dans d'autres fermes agroécologiques, il y a d'autres exemples qui sont très intéressants, que tout ça se généralise à l'échelle du Sénégal. Mais vous verrez dans le monde rural, les champs, quand vous avez été visiter le CERFA, vous avez vu que tout autour du CERFA, tout était mort. Imaginez que tout revive et que ça se déroule, ça se passe dans tout le Sénégal. Ça ne serait que bénéfique. Impact environnemental, avec la nature qui va reverdir. Impact économique, parce qu'on va maintenant produire une alimentation saine, qui va renforcer la qualité nutritionnelle, la santé nutritionnelle des acteurs. Mais également, on va produire pour vendre. Parce que si vous avez des acteurs qui ne travaillent que 2 ou 3 mois dans l'année, et que ces acteurs, grâce à des fermes réhabilitées, puissent travailler 12 mois sur 12 dans l'année, mais imaginez, ça va se sentir dans la balance commerciale du pays et dans l'impact sur la pauvreté, sur le développement du monde rural et, in fine, sur la justice sociale. L'agroécologie, pour moi, c'est vraiment la clé pour résoudre la question de la lancinante question dans l'emploi des jeunes au Sénégal. Très bien. Et que dites-vous maintenant à un jeune Sénégalais qui hésite encore à se lancer dans l'agroécologie? Je lui dirais de venir au CERFA voir ce qui s'y passe. Je pense qu'il faut montrer des modèles qui marchent. Il y a le CERFA, il y a d'autres modèles. Les jeunes qui viennent me voir, qui sont par exemple au niveau des BTS, etc., on les forme bien sûr, mais on les fait également visiter d'autres fermes. Il y a des modèles très intéressants au Sénégal. Les acteurs, en fait, les gens ne les connaissent pas, mais il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'agroécologie et qui développent des approches extrêmement intéressantes. Et donc, ce qui est important, c'est de favoriser la diversité de ces types d'acteurs-là. C'est de pousser les jeunes à aller regarder ce que font ces acteurs et c'est ensuite d'accompagner les jeunes justement à
développer ces modèles-là. Et donc, il faut dire aux jeunes qu'il y a des modèles qui marchent, qu'ils viennent se renseigner, qu'ils viennent se former, mais surtout qu'ils fassent preuve d'abnégation, qu'ils croient en leur pays, qu'ils ne pensent pas que le salut se trouve hors du Sénégal, le salut se trouve au Sénégal. Très beau message, professeur. Pour conclure, quel est le message fort que vous souhaitez maintenant laisser à nos téléspectateurs? Le message vraiment que je voulais leur laisser, c'est qu'on a les compétences techniques, on a les compétences intellectuelles au Sénégal pour accompagner l'insertion professionnelle des jeunes. Parce que pour moi, je pense aux jeunes, à l'emploi des jeunes, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de possibilité de recruter les jeunes. C'est possible avec l'agroécologie, avec ce qu'on appelle le développement des métiers verts. Parce qu'en luttant contre le changement climatique, en travaillant à promouvoir le développement des exploitations familiales à l'échelle du Sénégal, le fait de relever ce défi, si on arrive à le relever, cela voudra dire qu'en réalité, on aura réglé la question des jeunes, parce que derrière, justement, la résolution de la question de l'impact lié au changement climatique, il y a énormément d'emplois verts qui peuvent être créés. Et pour moi, c'est la solution. Merci infiniment à vous, professeur Karamoko Diarra, pour ce partage passionnant. Merci également à vous, chers internautes, qui nous suivez de plus en plus nombreux. Vous aussi, chers internautes, vous pouvez commencer à pratiquer de l'agroécologie chez vous. Pourquoi pas sur vos terrasses en plantant quelques légumes ou bien des plantes aromatiques. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube et de visiter également nos sites pour revoir toutes nos émissions. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode Découverte. À très vite.